Il était tard dans la nuit, et l'armée attendait le moment d'attaquer. Et le moment était venu. Ils l'ont vu. On cria « À l'attaque ! Tuez le démon !» Et l'armée courut à l'attaque. Il court droit vers l'armée et trébuche. Il ne s'y attend clairement pas. Il transpire à cause de la chaleur de la situation et du nombre de personnes qu'il a vues. Ils sont déjà indignés et l'attendent. Attendent la vengeance. Ils sont très négatifs. Et là, lui et l'autre se rencontrent face à face. Entre eux, il y a une forte aversion et puis il entend un cri. Tous à l'attaque. Le démon commence à se défendre et les soldats ne peuvent rien faire et s'envolent. Les soldats tentent de résister, mais le démon est doué en magie et ne les laisse rien faire. Le démon fait apparaître un voile rose de ses mains et de la sueur et du sang coulent sur sa joue. Il est attaqué, mais il n'abandonne pas. Il frappe le sol avec sa main et des traînées bleues flottent sur le sol. Le sol se fissure et des flammes violettes aux reflets bleus jaillissent du sol. L'un des soldats est effrayé par ce qu'il voit, car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Quelque chose d'incompréhensible se produit. Un voile rose rassemble et disperse les soldats et leur lance dans différentes directions. Le démon saigne de sa bouche. Il est déjà fatigué et essoufflé. Il fait ses dernières actions. Et le voilà assis, appuyé d'une main sur une canne et de l'autre sur le sol, comme s'il prenait toute sa sorcellerie. Et au-dessus de lui volent 3 yeux comme s'il l'observait. Il regarde tout avec regret. Il serre la canne dans sa main. Il rassemble ses pensées et se ressaisit, serrant sa canne de toutes ses forces et commence à se lever. Quelque chose le perturba alors qu'il se levait. Il ne s'attendait pas à le voir maintenant. Alors qu'il se levait, il entendit la question. « Pourquoi ?» Posée par quelqu'un sur un cheval blanc, il se lève et ne regarde pas dans cette direction, mais il entend alors une autre question. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il reste là, silencieux. La fille lui pose encore plus de questions. « Pourquoi as-tu pactisé avec le diable ? Pourquoi nous as-tu trahis ?» Il se tient là, fatigué et en sueur, crie-t-elle d'un ton autoritaire. « Réponds-moi, Knox von Reinhaffer. » Il a du sang sur le visage, les yeux qui volent, la regarde avec consternation et dit « Trahi, hein ?» Il baisse la tête et continue de sourire. « Hélas, non. C'est toi qui compte. » Elle reste perplexe et l'écoute tandis qu'il poursuit. « Je n'ai trahi personne. C'est toi qui m'as trahi. » Elle lui crie « Ne dis pas de bêtises. Réponds-moi. Quand as-tu décidé de faire ça ?» Et il la fixe avec des yeux fous. Il a été perturbé pendant 1 seconde et il a dit « Ce n'est que le début. » Un éclair bleu et une voix retentissent. « Je reviens ?» Vous avez terminé la première partie de Inner Lunatic. Score total, 27. Un jeune homme assis à une table joue à l'ordinateur au milieu d'une pile de papier et de déchets divers et marmonne « Ok, c'est plutôt bien. Il y a un cendrier sur la table avec une pile de cigarettes fumées. » murmure le jeune homme. « J'ai encore pas mal d'objets. Il y a un jeu de missions à l'écran et il n'arrête pas de se vanter. Il a même accompli quelques missions secrètes. Je suis content. » En regardant le calendrier, il annonce tristement l'inévitable. Surtout quand on sait que « je vais mourir le mois prochain ». Il y a 2 ans, il est allé à l'hôpital et a passé un scanner de la tête. Assis dans le cabinet du médecin, il ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Le médecin, ne sachant que dire, commença très anxieux. « Yu-chan, ne panique pas et écoute. » Il est assis dans le bureau et se rend compte qu'on est sur le point de lui dire quelque chose de très effrayant et désagréable, le choc et la peur dans ses yeux. Il faisait jour dehors. Il faisait beau, les rayons du soleil brillaient sur les fenêtres des maisons. Yu-chan est rentré à la maison, assis sur une chaise, tenant un morceau de papier avec un diagnostic. « Tu es déjà allé à l'hôpital 20, n'est-ce pas ?» demanda Yu-chan. Il est allé dans un autre hôpital, mais on lui a dit « Nous sommes le 2e hôpital. Nous avons fait autant de tests. » Il est assis là, effrayé et triste, entendant seulement qu'il peut utiliser des médicaments pour soulager la douleur. Il les a prescrits à Yu Chang et lui a dit de commencer à les prendre quand la douleur s'aggravera. Ses mains sont si faibles qu'il peut à peine tenir un morceau de papier. Son état s'est rapidement aggravé et il a commencé à prendre des médicaments. Assis sur une chaise, le bras pendant, les médicaments posés sur le sol. Il s'assoit sur la chaise et se rend compte qu'il a passé 2 ans dans cet état. Il réfléchit un instant et regarde vers la table de nuit. Il y a un calendrier sur la table de nuit et plusieurs sacs à côté. À ce moment-là, il fut distrait par une violente toux. Il se couvrit la bouche des 2 mains et se baissa légèrement. Il y avait une peur intense sur son visage à cause de ce qu'il a vu, une goutte de sang sur ses lèvres. En regardant sa main, il se posa la question. « Est-ce que je vais bientôt mourir ?» Il reste assis là, s'essuyant la bouche avec des mouchoirs. Il se dit qu'il vaut mieux ne pas y penser, sinon il va commencer à s'inquiéter.
Il y a un téléphone sur la table et soudain un message arrive. Yu-chan est méfiant et décroche lentement le téléphone. Il voit un message d'un contact de l'hôpital indiquant que son hospitalisation a été approuvée. Il essaie silencieusement et rapidement de déverrouiller le téléphone. Il l'ouvre et voit plusieurs messages indiquant que l'hospitalisation a été approuvée. Il marmonne, agacé. Il se renverse dans son fauteuil et se dit « De toute façon, personne ne se souviendra de moi plus tard. Et je n'ai personne de proche non plus. » Serrant une serviette ensanglantée dans ses mains, il dit « Je ne vais nulle part dans mon état actuel. » En décrochant le téléphone, il voit des dépliants incompréhensibles. S'arrête et lit. Un patient atteint d'un cancer en phase terminale a été diagnostiqué. Le dépliant suivant dit « Croyons ensemble » et d'autres dépliants d'église. Ci-dessous, souhaitez-vous être hospitalisé dans notre hôpital? Il prend brusquement tous ses tracts dans sa main et les serre. Jetant les tracts de la table, il saisit la table à deux mains et baisse la tête. Il est assis, la tête baissée, et des larmes de désespoir coulent de ses yeux. Il lève la tête vers l'écran de l'ordinateur. Son visage est tout en larmes. Sur l'écran du moniteur, l'économiseur d'écran du jeu brûle. Commencer une nouvelle partie? Oui, non. Et il pense, pour la dernière fois, qu'il va recommencer le jeu. Il décide de commencer une nouvelle partie. Et il déplace le curseur sur le bouton « Oui ». Une boîte apparaît sur l'écran pour choisir un surnom pour le jeu. Il écrit « Karl ». Tout en larmes et échevelé, il se demande qui il va créer cette fois-ci. La musique commence à jouer en arrière-plan et certaines compétences du personnage s'affichent à l'écran. Et donc, dit Yoon, et si vous prenez la sensibilité au mana et l'escrime et les arts martiaux? Il est confus par ses choix et quelque chose apparaît sur l'écran. Et ce qui est apparu, c'est qu'il a reçu une pénalité. Continuez à sélectionner les paramètres. Le neutre est vide et le négatif est mortellement malade. Il est assis à réfléchir à son personnage dans le jeu et à choisir ce qu'il sera. Il est assis, affalé sur sa chaise, décide si son temps est compté, puis laisse le personnage faire ainsi. Le jeu lui demande s'il souhaite démarrer le jeu avec les paramètres de personnage actuels. Tenant à peine la souris dans sa main, il répond « Étrange question », feuilletant, et puis quelque chose commence à lui arriver. Il ne comprend pas ses sentiments, son visage est choqué et il ne comprend pas ce qui se passe. Il s'allonge sur sa chaise, la panique sur son visage, avec une lueur bleue incompréhensible en arrière-plan. Que se passe-t-il? Apparemment, à cause du choc, il se penche trop en arrière et la chaise ne tient pas et commence à tomber. En tombant, il ne voit qu'une table avec un ordinateur et rien d'autre. En tombant, il crie « Non! Suis-je en train de mourir? Est-ce la fin ?» Et frissonnant, il se couvre le visage de ses mains. Un message apparaît sur l'écran. La création du personnage a commencé. Yoon hurle. J'imaginais la mort différemment, du moins. Je pensais qu'il allait se suicider. Le signe de signature réapparaît, le nom du personnage a été modifié de force. Synchronisation, 4%, 6%, 19%. Je vois une pièce avec les fenêtres ouvertes sur la véranda et un soleil éclatant. Synchronisation, 71%. Encore le panneau indiquant « Personnage créé ». Et puis il commence à bouger son bras sans s'y attendre. Il est allongé sur le lit, recouvert d'une couverture, reprenant lentement conscience. Réalisant qu'il n'est pas du tout chez lui, il s'assied brusquement dans son lit. Il panique et la sueur coule sur sa joue. Il ne comprend pas comment il est arrivé là. Alors qu'il sort lentement du lit, il pose une question. « Où suis-je » Il commence à réaliser qu'il a déjà vu ça quelque part. Laissant tomber ses pieds tremblants et moites sur le sol, il crie « Non !» Il traverse la pièce en titubant et réalise qu'il était bel et bien là. Il court vers le miroir et s'y regarde et réalise. Soudain, il hurle. Avec sa main touchant le miroir, il termine la question. A-t-il été transporté au jeu? Il hurle « Knox ?» Il réalise qu'il est le principal méchant de ce foutu jeu. Il ne pensait pas que la dernière phrase du personnage s'appliquait à ça. Je reviendrai. Ce n'est que le début. Knox von Reinhaffer. Il est le seigneur des ténèbres dans le jeu. Sa famille est étroitement liée aux Lunatiques, l'organisation la plus criminelle au monde. Il est le cadet des 5 enfants Reinhaffer. Dans sa famille, depuis des générations, tous les enfants sont maîtres de l'épée, des arts martiaux et de la magie. Sauf qu'il s'est avéré défectueux. Pour réussir, il conclut un pacte avec un diable d'un royaume oublié. Il devint le seigneur des ténèbres et le principal méchant d'Iner Lunatique. Des gouttes de sueur ruisselèrent sur son visage, ses bras et son cou. Se prenant la tête d'une main et le visage de l'autre, il se dit « Je suis le seul à être devenu Knox.
Et la question se pose, suis-je sûr de ne pas rêver? Il se tient près d'un miroir, se regarde et touche ses cheveux et son visage. Un carré noir avec des informations de base flotte au-dessus de sa tête. Il y a une fenêtre d'état. Informations de base. Compétences positives. Compétences négatives. Horrifié et surpris, il examine ses statistiques et ne comprend pas pourquoi elles sont faibles et son endurance est à 2. Tout aussi incompréhensible, il se demande pourquoi il y a autant de compétences négatives. Il commence à réaliser que ce sont les statistiques avec lesquelles il créait son personnage. Tenant cette carte dans ses mains, il se souvient de ses paroles. La vie était courte là-bas. Alors elle sera courte ici. Debout et se souvenant que lorsqu'il a créé le personnage, il n'avait qu'un seul souhait. Debout et dans son esprit, il voulait que le personnage lui ressemble. Il se souvient d'être assis devant son ordinateur et d'avoir dit qu'il voulait un personnage qui n'aurait rien à perdre. Il ne serait pas aimé, il serait gravement malade et mourrait bientôt. Tenant ces caractéristiques dans sa main, il ne savait naturellement pas et ne pensait pas que cela se passerait ainsi. Une autre fenêtre apparaît, indiquant qu'il y a un message non lu. Il ne comprend pas de quel message il s'agit. Il lit le message. Il dit « Bonjour Yu-chan, ou devrais-je t'appeler Knox ?» Il reste là, perplexe, et se demande « Connaît-il son nom ?» Il se souvient d'une photo d'un homme et d'une femme tenant un bébé dans les bras. Yu-chan, c'était le nom des parents qu'il n'a jamais vus. Il se tient debout, le poing sur les lèvres, et dans sa tête, c'est lui qui l'a amené là. En lisant, il suppose qu'il s'agit d'une personne de son passé. Et le message dit qu'il ne se souvient probablement pas de lui. Mais il doit dire quelque chose. Il est choqué par ce qu'il a écrit. Il le suit depuis longtemps. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il écrit ensuite qu'il le suit depuis 2 ans. Et qu'il revient sans cesse vers lui. Alors, encore une fois, bon retour. Il reste là, à regarder la signature de bienvenue. Mais il ne réalise pas où et qui est ce retour. Poser une question à quelqu'un le rend complètement fou. Il fait jour dehors, il fait chaud et il a une vue plongeante sur les immeubles de grande hauteur. Il se tient à la fenêtre et se demande si l'endroit où il se trouve actuellement est sa réalité. Il commence à s'énerver et serre les poings, car tout cela lui paraît absurde. Il lève les yeux et voit le message suivant. Celui qui l'a déplacé ne peut pas lui en dire beaucoup sur lui-même. Quelqu'un veut l'aider, mais il ne voit pas comment. Il lui dit d'aller à l'académie d'Eldan. Devant lui se trouvent de nombreux jeunes hommes et femmes vêtus de magnifiques uniformes noirs, chemises blanches et cravates bleues. Il commence à conseiller à Yu de s'entraîner et d'acquérir de l'expérience, et d'essayer de suivre l'histoire originale au plus près. Il lui dit que la vérité éclatera d'elle-même. Yu est horrifié et lui crie d'arrêter, et c'est tout. Debout, le dos tourné au balcon, il se frotte la tête pour oublier ses informations et décide qu'il a besoin de rassembler ses idées. En se regardant dans le miroir, il décide de mettre de l'ordre dans sa tête et dit, tout d'abord, qu'il est né de nouveau comme l'antagoniste principal du jeu Iner Lunatic. Il se souvient avoir dit qu'il ne pouvait pas trop s'écarter de l'histoire originale. Mais cela lui importe peu, car, selon son interprétation, l'issue est finalement la même, la mort. Il reçoit à nouveau une lettre avec une salutation à son nom, puis l'auteur change immédiatement d'avis et décide de l'appeler Nock. Yu commence à accepter que Iner Lunatic est devenu sa réalité. Il continue de regarder le message et de dire que cela ne signifie pas qu'il peut abandonner ses souvenirs perdus. Le livre s'ouvre et un arbre en sort, rayonnant d'un rayon lumineux, tandis que la voix de Yu résonne en arrière-plan. Peu lui importe le prix qu'il devra payer pour s'en tenir à l'histoire principale et recouvrer la mémoire afin de survivre. Il se tient debout, le poing serré, furieux. Il est sûr d'être prêt à devenir un véritable méchant pour atteindre un tel objectif. Debout, un homme au visage nonchalant, vêtu d'un costume noir, tient une canne. Il n'y a presque aucune différence entre son ancienne vie et celle-ci. Il y repense avec un léger sourire narquois. Il commence à se souvenir de ce moment. Il y a 2 ans, lorsqu'il n'avait pas perdu la mémoire et s'était assis pour la première fois dans le cabinet du médecin. Il était alors en phase terminale et chaque minute le rapprochait de la mort. Il vivait sa vie dans la peur d'attendre la fin. Debout dans une grande pièce à l'intérieur luxueux, il se rend compte que rien n'a changé, à part les décors, dans un monde qu'il connaît comme sa poche. Knox demande un numéro au système et il lui donne le 4 février 1812. Il lui reste 1 an avant d'entrer à l'académie. Il réalise qu'il n'a plus beaucoup de temps et sourit légèrement. Il a accepté la situation dans son ensemble et sourit maintenant, car cela lui plaît. Il décide de tenter sa 28e tentative de passe parfaite.
Il se dirige vers la porte avec une bonne humeur et une excellente attitude. Alors que sa main saisit la poignée de la porte et tire dessus, il ressent de la douleur. Il ne réalise pas ce qui s'est passé. Le système lui rappelle alors que son trait négatif a été activé et qu'il a développé une inflammation du poignet due à une maladie. Il lui recommande repos et traitement. Il quitte la pièce, marche tranquillement dans le long couloir et regarde autour de lui. Il marche en réfléchissant à lui-même et sans regarder devant lui, il est très curieux de son corps et du fait qu'il est très faible. Soudain, une jeune fille qui ressemble à une servante lui rentre dedans. Des assiettes tombent de ses mains sur le sol et se brisent en plusieurs morceaux. Elle tombe par terre, crie et se tient la tête. Elle est toute rouge à cause de ce qui s'est passé. Knox crie de douleur, le serviteur qui est tombé, Monsieur Knox crie d'horreur, les serviteurs à proximité se tiennent debout, horrifiés. Il plisse les yeux jusqu'aux larmes à cause de la douleur dans son bras, criant fort qu'il souffre beaucoup. Après s'être calmé, il la regarde attentivement et réalise que son visage lui est familier. Ses cheveux bruns et ses yeux orange clair, il se souvient que c'est Rona. Elle tombe à genoux devant lui et, en sanglotant, s'excuse auprès de lui pour le mal qu'elle lui a fait. Il la fixe du regard. Il se souvient qu'elle est un personnage secondaire et qu'elle répandait des rumeurs sur Knox. Elle le regarde avec des yeux compatissants, comme pour implorer son pardon. Il n'arrive pas à croire que cet ange soit sur Knox. Il se penche vers elle et lui sourit gentiment en disant qu'il lui pardonne cette fois. Mais si, il la regarde avec tendresse et gentillesse et après une pause, il dit que si cela se reproduit, elle, les larmes aux yeux, s'exclame joyeusement. Bien sûr. Il regarde les autres avec incompréhension quant à la raison pour laquelle il y a tant de silence. Les serviteurs le regardent avec un air horrifié, comme s'ils attendaient dans quelque chose. La fille qui vient de tomber le regarde avec la même horreur que les autres. Il les regarda et réalisa qu'il se trompait un peu. Il se demandait quel genre de vie Knox menait. La fille, tombée avec précaution, lui demanda où il allait si tôt dans la journée. Il se lève et dit qu'il va à la salle de sport. Tout le monde le regarde avec surprise et lui demande où il est allé. Il rit et une idée lui vient à l'esprit. Il propose à Rona de l'accompagner. Rona s'exclame, tout excitée, et accepte. Il se dirige vers le couloir et elle dit doucement à ses amis de ne pas dire qu'il veut la battre. Il marche dans un long et beau couloir, elle marche timidement devant et il marche calmement et avec confiance derrière. Elle s'arrête sans se rendre compte de ce qui se passe et il avance tranquillement. Il marche et il n'a qu'une chose en tête, l'essentiel est de survivre. Il se souvient de la façon dont il est tombé avec la chaise sur le sol et se souvient de cette sensation de mort. Il est allongé sur le sol, la tristesse dans les yeux et les larmes qui coulent lentement. Il ne veut plus mourir. En se promenant dans la cour de la maison, il se rend compte que pour survivre, il doit s'habituer à son nouvel environnement et le plus rapidement possible. S'arrêtant, il porte sa main à son menton et marmonne qu'il a une chance. Rona s'arrête non loin de lui, mais elle ne sait pas de quoi il parle. Il se souvient d'une carte, il réalise qu'ayant parcouru le jeu 27 fois, il en connaît tous les pièges. Il demande qu'une fenêtre d'état apparaisse. La fenêtre apparaît de nulle part et il regarde à travers. Inner Lunatic est un jeu où anges et démons s'affrontent au sein d'un empire. Il a conquis de nombreux fans à travers le monde. La particularité de ce jeu est qu'il existe une vaste gamme de personnalisation permettant aux joueurs de choisir différents traits. Si vous avez des caractéristiques comme ordinaire et talentueux, vous pouvez en choisir autant que vous le souhaitez. Mais les compétences uniques ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Lui et Ronja se tiennent devant les escaliers, et il a pensé qu'il lui serait facile, avec des compétences uniques, d'atteindre le sommet. Il se tient debout, le regard sérieux. Après tout, il possède même 2 compétences uniques. Dans ce jeu, il existe un concept de caractéristique de pénalité. Lorsque la compétence choisie dépasse vos limites, comme la sensibilité au mana, le jeu propose une autre compétence. Mais grâce à l'avantage du système qui vous analyse et sélectionne la bonne compétence, vous pouvez en choisir 2 uniques. La maîtrise de l'épée et des arts martiaux confère au porteur la capacité de manier une épée, vous permettant d'atteindre l'apogée de l'escrime. Il existe également la sensibilité au mana, qui augmente la sensibilité à la magie, permettant de lancer des sorts plus efficacement. Debout avec un visage attentif, il se rend compte qu'il possède de nombreuses compétences utiles. Par exemple, le privilège du héros Vision, qui ouvre les fenêtres de statues d'autres personnages au porteur. Ou, par exemple, le jeu d'acteur, qu'il pourrait utiliser. Cela permet de se comporter naturellement en toute situation. Et un esprit calme au combat aide à garder son calme et une vision claire de la situation.
Mais tout cela comporte aussi des aspects négatifs. Être en phase terminale, par exemple, est la pire chose qui puisse arriver. Il regarde par la fenêtre de conditions ouvertes sur les traits négatifs. C'est là qu'il commence à avoir vraiment peur et à sourire étrangement, réalisant qu'il n'est qu'une maladie parmi d'autres que l'hôpital attend avec impatience. Les joueurs souffrant d'anémie ne peuvent pas marcher sur des surfaces froides sans sort de réchauffement. Et ceux dont le système immunitaire est faible peuvent s'évanouir au moins une fois par chapitre. En tenant sa tête et en riant, il réalise qu'il n'a aucune chance. En regardant la grande maison devant lui, il décide qu'il va régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Rona voit qu'ils ont atteint la salle d'entraînement, mais ne croit pas qu'il y va vraiment, le regardant d'un air très interrogateur. Elle se rend compte que c'est là qu'il va vraiment. Il se tient là, regardant ce bâtiment, comme s'il rassemblait ses pensées. Il entre dans le bâtiment et elle continue de le fixer sans savoir quoi faire pour le suivre ou non. Il ouvre les portes et entre en pensant à ce dont il a besoin. Il doit d'abord se débarrasser de la malédiction de faiblesse. Car avec cette malédiction, le joueur est condamné à être faible dès la naissance, ce qui réduit de moitié sa vitesse de développement et sa résistance aux ennemis. Il leva l'épée en bois vers le haut. C'était dur pour lui. Tenant l'épée en bois au-dessus de sa tête, il a dit que peu importe combien vous réfléchissez, la conclusion est la même. En baissant l'épée devant lui, il se rend compte que cela devient très dur pour lui. Tenant l'épée avec ses dernières forces, tout en sueur et avec de l'horreur dans les yeux, il se rend compte qu'il est foutu. L'épée tourne et tombe sur le sol en pierre. Knox tombe à côté de l'épée sans force et il n'en est arrivé qu'à une seule chose. Des larmes de sueur perlèrent sur son visage et de la salive coulait de sa bouche. Il ne pouvait pas brandir l'épée plus de 10 fois. Et la malédiction de la faiblesse ne faisait qu'empirer les choses. Des murs et des colonnes en pierre, des petites fenêtres et un drapeau sur un mur, c'est ce qu'il voit maintenant. Légèrement soulevé du sol, il regarda la pièce. C'est bien que le choix d'armes soit large. Le seul problème, c'est que la lignée de la famille Rheinaffer est entièrement consacrée aux épées. Les mots ne manquent pas pour décrire la famille Rheinaffer, mais la meilleure d'entre elles, c'est la maison de la lame des ténèbres. Ce surnom ne leur est pas étranger. Tout cela est dû à leur maîtrise de l'épée et à leur recours à la magie noire pour écraser leurs ennemis. La lame du commandant est à blâmer. Également connue sous le nom de lame impitoyable des ténèbres, le chef de famille la transmet à son successeur, le futur chef. La tradition de la transmission de la lame perdure encore aujourd'hui. Il ne réalise pas à quoi cela sert. Outre une maîtrise de l'épée, une famille noble offre de nombreux avantages, le plus important étant l'argent. Assis sur le sol et regardant autour de moi, je me rends compte que l'argent est en effet la chose la plus importante. Il serre joyeusement sa paume en poing et le lève, car l'argent est excellent. La famille Rheinaffer est l'une des plus nobles familles de la noblesse. Bien sûr, ils sont très riches. Il se dit que même son plus jeune fils, inutile, n'aura jamais à travailler pour gagner sa vie. Et surtout, le père de Knox, Théo, ne se soucie pas de savoir où Knox dépense son argent ou pourquoi. Et Knox n'est pas le genre de personnage. Il est le plus jeune fils d'une famille noble. Il tient à peine debout et il pense que l'essence de sa personnalité est limpide. Et il va en tirer le meilleur parti. Debout sur des genoux tremblants, il se rend compte que Rona est prête à faire ce qu'il veut pour le moment. Rona se tient à côté de lui et lui demande de ne pas lui demander de faire quelque chose de bizarre. Il rit du fait qu'il ne sait même pas courir. Quelques minutes plus tôt, Rona apporte quelque chose à Knox et il s'approche d'elle. Sur le plateau se trouve de l'eau chaude dans un bol, une serviette, une carafe et une tasse. Rona baisse la tête et dit qu'elle a préparé tout ce qu'il a demandé, à savoir une épée en bois, une serviette et de l'eau. Elle le regarde et n'arrive toujours pas à croire qu'il allait s'entraîner. Il lui demande s'il y a quelqu'un dans les parages et lui demande de venir le voir. Elle se met immédiatement à sangloter et essaie de se défendre et de crier ce qu'il veut faire ou frapper. Il se met un peu en colère et ne sait pas de quoi elle parle. La prenant doucement par l'oreille et lui murmurant quelque chose, elle écoute attentivement. Il se penche vers son oreille et lui dit ce qu'elle doit faire. Elle accepte, mais en même temps, lui demande sur quoi il veut dépenser beaucoup d'argent. Elle lui dit que ce qu'il vient de dire est complètement absurde. Il lui dit en souriant de se taire et de faire. Elle se met à pleurer et lui demande de ne pas être en colère contre elle. Elle s'est rapidement enfuie en marmonnant qu'il n'avait pas changé du tout. Il se souvint que Rona lui avait apporté de l'eau. Il regarda l'épée posée sur le sol et murmura qu'il ne savait pas à quelle vitesse elle en aurait fini, mais peut-être demain. S'approchant du plateau avec la théière et la tasse, il attrapa la théière que Rona avait apportée. Fermant les yeux, il commence à boire le thé et pense qu'il doit se débarrasser de la malédiction et augmenter son endurance.
Il ne s'attendait pas à ce que ce soit si grave. Alors qu'il buvait du thé, quelqu'un s'approcha de lui par derrière. Il prit peur et cessa de boire. Une voix d'homme se fit entendre derrière lui, le saluant. Se retournant et voyant qui c'était, il lui crie avec indignation. Le majordome en chef, Rudwell Diernark. Il est l'un des principaux gestionnaires du domaine Rheinhafer, et il n'est clairement pas quelqu'un avec qui on peut traiter facilement, comme il le souhaitait. C'est un conseiller du père de Knox, ainsi que le chef de la famille Rheinhafer, Theo von Rheinhafer. C'est ce qu'il était. D'une main tremblante et faible, il pose sa tasse et réalise qu'il va devoir transpirer avec lui. Il regarde le majordome avec sérieux et méfiance, ne sachant pas encore ce qu'il veut. Soit il ne devrait pas s'en soucier, soit il a remarqué que quelque chose de suspect se passe. En plaçant la tasse sur le plateau, il pense qu'il peut maintenant résoudre cette situation. Il demande calmement au majordome ce qu'il fait ici. Après tout, il est censé servir le chef de famille. Compétence d'acteur activée. Le majordome baissa la tête et dit qu'il avait reçu l'ordre du chef de partager. Knox fut choqué d'entendre cela. Le majordome lui dit qu'on lui a demandé de faire venir Knox pour dîner. Knox tremble sans comprendre et lui demande si le majordome plaisante. Knox se demande s'il veut dîner avec lui et lui demande de lui dire qu'il ne peut pas ce soir. Knox ne comprend pas pourquoi le chef de famille invite un jeune homme à dîner. Le majordome poursuit en annonçant que la dame de la famille Stilliner est venue et qu'elle semble vouloir suivre une formation de chevalier. Le majordome commence. Si le monsieur ne veut pas se joindre au dîner, le majordome dit que le monsieur sera fou. Knox le regarde très en colère et sérieux. Knox soupire lourdement et répond qu'il le comprend. Le majordome regarde Knox d'un air interrogateur, comme s'il attendait quelque chose. Le majordome lui demande s'il a quelque chose à dire puisqu'il n'est pas lui-même aujourd'hui. Le majordome dit à Knox qu'il n'était pas attiré par les épées auparavant, mais qu'aujourd'hui il a décidé de venir dans la salle d'entraînement. Le majordome demande s'il peut demander pourquoi il est ici. Knox lui répond calmement « Laisse-moi clarifier quelque chose ». Knox dit que, bien qu'il soit le majordome en chef, il ne devrait pas contrarier son jeune maître. Knox dit calmement et avec confiance que ce qu'il fait, ou quelles sont ses intentions, ne devrait pas le concerner, et que c'est à lui de décider ce qu'il va faire. Le majordome le regarde avec anxiété, la sueur perlant sur sa tempe. Alors Knox se retourne et sort de la salle d'entraînement. Le majordome reste immobile et le regarde fixement, ne comprenant pas ce qui arrive à Knox. En s'approchant de la porte, Knox pensa que le majordome avait remarqué quelque chose. Le majordome décida de tout rapporter au chef de famille. Le temps dehors était chaud. Le soleil brillait de 1000 feux et le château semblait grand et majestueux. Knox ferma nerveusement et rapidement la porte derrière lui, des gouttes de sueur perlant sur ses mains. Knox est en sueur devant la porte fraîchement fermée. Il ne s'attendait pas à ce que cela se produise. Il se demandait ce qui se passerait si son obsession était activée. Il avait l'impression de le suivre. Il essayait d'oublier. Il détourne le regard avec anxiété, ne comprenant pas ce qui se passe, raconte la jeune maîtresse de la famille Stilliner. La jeune fille rousse se tourne vers lui. Elle se demande ce qu'elle fait là. La nuit est tombée. Il semble clair dehors, mais des nuages sont présents. Knox arrive pour le dîner et entend dans sa direction « Hé, regarde, l'idiot est là ?» Je suppose que je ne vais pas apprécier mon repas ce soir. Knox s'assoit calmement à la table et baisse les yeux. Les jumeaux Artis et Allen rient et lui disent de ne pas dire qu'ils regrettent encore d'être dans cette famille. Les jumeaux disent maintenant qu'ils ne pensaient pas qu'il viendrait. Knox regarde les jumeaux et ils se moquent ouvertement de lui, évoquant le fait qu'il regardait la femme de chambre et lui disant qu'il était désespéré. Knox dit grossièrement qu'il n'a rien fait. La porte du réfectoire s'ouvre et une voix en sort. Les servantes s'inclinent. Quelqu'un dit que tout le monde est entré. Knox lève la tête et regarde avec des yeux coupables. En passant devant Knox, Ton von Rheinhafer le regarde d'un air très menaçant. Knox regarde la maîtresse et une voix se fait entendre en arrière-plan. Tous en place. Le chef de la famille Rheinhafer, le père de Knox, et une fille aux cheveux roux avec une voix agréable dit bonjour. Une belle jeune fille regarde tout le monde avec un sourire et se présente. Son nom est Talia von Stilliner, et elle est heureuse de voir tout le monde. Ton lui dit que la jeune maîtresse est venue suivre une formation de chevalier et qu'elle restera dans leur domaine pour le moment. Les frères la regardent sans la quitter des yeux. Ton accompagne Talia à la table avec les mots « Fais comme chez toi, tu es la bienvenue ici ». Knox se lève de sa chaise. Talia, héroïne et personnage d'inner lunatique affrontant le futur méchant Knox. Knox regarde Talia avec tristesse. C'est elle qui va bientôt lui enfoncer une épée dans la poitrine. Il fait déjà nuit dans le palais, les lumières sont allumées.
Tone marmonne que Knox a décidé de se joindre à eux également. Knox détourne le regard de Talia, à la fois embarrassée et triste. Talia le regarde d'un air incompréhensible, comme si elle voulait lui demander quelque chose. Tone dit « Puisque tout le monde est réuni, commençons le repas. » Sur la table, il y a un morceau avec des légumes dans une assiette et un couteau et une fourchette à côté. Quelqu'un a déjà commencé le dessert. Il y trempe une cuillère dorée. Les frères se sourient l'un à l'autre et à Knox, et il ne sait pas ce qui se passe. L'un des frères dit à son père de prendre une décision. Knox demanda lentement lequel d'entre eux irait à l'Académie Eldan. Ton répondit pensivement à la question de son jumeau. « Oui, tu as raison. L'Académie Eldan est l'endroit le plus important de tout Inner lunatique. Les étudiants de l'Académie sont confrontés à divers dangers liés aux démons. C'est sur ce thème que s'appuie l'histoire d'Inner lunatique. Knox pense au fait qu'il doit entrer à l'Académie. Se souvenant de ce que lui a dit celui qui l'a ému, il se rend compte qu'il lui suffit de suivre l'histoire, mais aussi de gagner des alliés. Tone a déclaré que tout le monde sait que l'Académie Eldan n'accepte que 3 candidats par famille. C'est ainsi qu'il contrôle l'influence de la noblesse. 2 candidats de sa famille ont déjà été acceptés, son premier et son deuxième fils. Désormais, un seul des 2, issu de la famille Reichower, peut intégrer l'Académie, explique Tone. À l'arrière-plan de l'Académie, les fils de Ton et un 3e membre non élu de la famille Reichower. Knox pensait qu'avant d'avoir des alliés, il déposerait ses os, mais qu'il serait celui qui entrerait à l'Académie. Il s'assoit à table et regarde Ton attentivement. Ton a décidé de suivre les traditions familiales. Soudain, Knox sursaute. Il s'avère qu'il va provoquer un combat entre eux. Ton regarde Knox d'un air interrogateur, car il ne s'attendait pas à ce que Knox réagisse en premier. Ton a déclaré que dans 1 mois, ils choisiront un représentant de la famille à travers un duel qui aura lieu dans la salle d'entraînement. Les jumeaux disent à Knox d'un ton moqueur « Mon frère, voici un conseil. Ne sois pas prétentieux. Ne te ridiculise pas. Un imbécile qui n'a jamais tenu une épée n'a aucune chance de leur tenir tête. » Talia regarde Knox attentivement, et il leur répond sérieusement « Ceci, s'arrête un instant. Et continue. Vous allez parler après notre victoire, connard. » Et prend calmement une gorgée de vin. L'un des frères dit avec indignation qu'il pense sérieusement que quelqu'un comme lui peut les battre. Knox pose son verre sur la table, pensant que ce duel n'est qu'un test de plus à passer pour entrer à l'Académie. Knox regarde la vitre avec déception, et en arrière-plan, il entend ses frères dire qu'ils n'écouteront pas ses bêtises. Knox commença « Je » et marqua une pause. Il a ensuite continué en disant qu'il serait celui qui entrerait à l'Académie. Tone regarde Knox avec suspicion et déception. Les frères regardent Knox avec beaucoup de colère. Talia regarde tout cela avec un sourire, lui semble-t-il, et elle fait une pause. Elle regarde Knox avec un sourire et dit avec assurance qu'il a confiance en ses capacités. Knox la regarde calmement et tristement, mais une vague d'émotion le submerge, choqué par ses paroles. Elle se rassoit et rit doucement. Il fait nuit noire dehors, et Knox pense qu'il a attiré l'attention de Talia pour rien. Il fait nuit, et il y a encore une lumière allumée dans l'une des pièces. Sur le bureau se trouve une pile de papier. Dans le bureau, le majordome en chef et Tone discutent. Tone reconnaît que quelque chose a changé chez Knox. Le majordome en chef s'incline et dit que c'est perceptible. Ton réfléchit avec sa main sur son menton, car s'il n'avait pas été témoin de ce qui s'était passé aujourd'hui, il n'aurait pas cru les paroles du majordome. Ton ne comprenait pas pourquoi Knox avait changé si soudainement. Il se demandait s'il était possédé par un démon. Il continue de penser que Knox a attiré son attention. Il répond au majordome qu'il comprend. Tone demande au majordome de continuer à suivre Knox. C'est le matin. Le soleil n'est pas encore complètement levé. Les restes de l'aube sont présents. Knox s'est levé tôt et court déjà vers la salle d'entraînement. Les servantes chuchotent entre elles. Après tout, le jeune maître est de nouveau dans la salle d'entraînement. L'une dit à l'autre que le duel aura lieu dans 1 mois. Une autre affirme que c'est vrai. Une troisième demande pourquoi. Knox court en parlant à lui-même. Pourquoi tout ce qu'il fait, c'est courir? Knox se retourne et voit les servantes parler. Il se demande pourquoi il entend chaque mot qu'elles disent. Il ne se souvient pas d'avoir une capacité auditive particulière. Knox court, déjà essoufflé. Une fenêtre d'état apparaît. Son niveau d'endurance a augmenté de 0,1. Knox est outré de voir à quel point son niveau a augmenté. Alors qu'il continue de courir, Knox se demande à nouveau pourquoi il court, car son principal problème est son endurance. La condition préalable à l'utilisation de l'escrime et des arts martiaux est un niveau d'endurance d'au moins 4.
Knox a les larmes aux yeux et réalise qu'il aurait pu facilement utiliser ses compétences s'il n'était pas Knox le faible. Il se souvenait des compétences qu'il avait choisies. Knox s'arrêta. La malédiction de la faiblesse ne le quittait pas. Knox se pencha légèrement et marmonna qu'il avait réussi à augmenter son niveau d'endurance à 1,9 en un mois. La malédiction de la faiblesse, c'est une malédiction qui réduit de moitié tout progrès. Un homme dans un manteau avec un bâton, il est entouré de chaînes avec des cadenas. Knox observe son niveau et réalise que même après un entraînement intensif, son niveau d'endurance a augmenté de 0,1. Les effets secondaires de cette maladie mortelle attisent son ardeur. Contrairement aux autres, il va devoir travailler plus dur. Pourquoi c'est si grave? À cause de la maladie mortelle qui en résulte, son niveau d'endurance est à 15, son plafond, et il va réfléchir à ce qu'il faut faire. La femme de chambre apporte un plateau. La femme de chambre appelle Knox. Elle lui a apporté tout ce qu'il avait demandé. Il est surpris, car elle a fait les choses plus vite qu'il ne l'avait prévu. Maintenant, il va faire avancer les choses. Il regarde le plateau lorsqu'il atteint le niveau 4 d'endurance. Sur le plateau se trouve le poison de la gorgone à 3 têtes, les larmes de la fée des souvenirs, le cœur d'un golem et un parchemin de croissance rapide d'endurance. Prenant la bouteille dans sa main, il réalise que tout a déjà été pensé. C'est simple. Il suffit d'utiliser ses connaissances pour résoudre le problème. Une cour vide, le soleil brille de 1000 feux. Il n'y a personne dans la cour. Knox est dans une salle d'entraînement avec un tas d'épées, et plus encore. La servante demande tristement à Knox pourquoi il a besoin de tout ça. Il faut faire attention aux poisons et aux autres choses que les gens évitent. Et ça coûte cher. Un seul parchemin ne suffirait-il pas? Knox répond qu'ils ne savent pas comment utiliser correctement les ingrédients. La servante demande avec surprise comment l'utiliser correctement. Knox se tourne vers la femme de chambre avec le plateau. Knox tend lentement la main vers la bouteille bleue. Il boit rapidement le contenu de la bouteille. La servante crie avec horreur que cela contient du poison. Knox devient pâle et couvert de gouttes de sueur. Il répond à la servante que c'est mortel. Il se sent très malade. Une fenêtre d'état apparaît. Il a pris le poison, sa santé s'est multipliée par 1,5. Il est à 9 minutes et 59 secondes de sa mort. Knox attrape le plateau et s'appuie dessus. Knox tend à nouveau la main vers quelque chose posé sur le plateau. La servante crie qu'elle va chercher le majordome en chef. Knox lui ordonne de rester immobile. Il prend une bouchée de ce qu'il a pris sur le plateau et dit doucement. Voilà à quoi ça ressemble. La servante crie à Knox que le cœur n'est pas comestible. Une fenêtre apparaît indiquant qu'il a consommé le cœur du golem. Il commencera progressivement à se pétrifier. La fenêtre suivante apparaît, la recette secrète a été activée, le poison de la gorgone à 3 têtes interagit avec le cœur du golem. Knox observe calmement avec un sourire, tout fonctionne parfaitement. Il explique tout, c'est tout. Normalement, le cœur de golem est utilisé pour transformer les gens en fossiles, ou pour améliorer rapidement la santé, ou pour créer des golems artificiels. Mais lorsque le poison de la gorgone à 3 têtes entre en jeu, la recette secrète est activée et le poison de la gorgone à 3 têtes interagit avec le cœur du golem, la malédiction de faiblesse disparaît. Knox est heureux. Il lève la main et crie joyeusement victoire. La malédiction de la faiblesse est levée. La servante est horrifiée. Elle pense que le jeune maître est sur le point de mourir. Il reste une dernière étape à Knox. La femme de chambre lui demande s'il va bien. La servante ferme les yeux. Elle ne comprend pas ce qu'il fait ni pourquoi. Knox commence à déboutonner sa chemise. Elle interpelle « Jeune maître ». Knox regarde calmement la femme de chambre et déboutonne sa chemise. La femme de chambre continue de lui crier dessus. La servante regarde ce qu'il fait et, sans s'en rendre compte, elle prend l'ingrédient suivant. Il commence à verser le contenu de la fiole sur lui-même. Une fenêtre s'ouvre, des larmes de souvenirs de fées. Les larmes de fées coulent sur le visage de Knox. Le processus de pétrification dû au cœur du golem s'est arrêté. Les larmes interagissent avec le cœur du golem. Il a une sensation étrange. Il a activé la recette secrète et obtient le don de compétence, progression. Tout se déroule comme prévu. La compétence est positive. Il a activé le don de progression et jusqu'à ce que l'endurance atteigne le niveau 5, les statistiques doubleront. Dernière étape, il ramasse le parchemin. Il déchire joyeusement le parchemin, les cheveux en bataille et le sourire aux lèvres. Il a utilisé le parchemin d'endurance et sa croissance d'endurance sera doublée. Il y réfléchit, il a brisé la malédiction, puisque la bénédiction de progression limite les débuffs de la maladie incurable, il a déjà utilisé le parchemin. Il est très heureux.
Son rythme de progression actuel devrait être plusieurs fois supérieur à celui des personnes normales. Donc maintenant son endurance devrait augmenter plus rapidement. La servante se jeta dans les bras de Knox. Il se sentit un peu blessé. Il la repousse légèrement, elle lui demande s'il va bien. Il se tient le côté. Elle pensait qu'il avait perdu la tête alors qu'il commençait à se déshabiller. Il l'insulte et lui demande d'aller chercher une serviette. Elle se lève et le regarde surprise, les larmes aux yeux. Elle lui tient la manche et il lui sourit légèrement, pensant que maintenant que la malédiction a été levée, il devrait être indulgent avec elle. Il dit en riant « naturellement bien ». Elle lui demande s'il est sûr de ne pas avoir besoin d'appeler le majordome en chef et s'il veut se reposer. Il se retourne et dit que tout va bien. Elle reste là et l'écoute en silence. Elle lui demande ce qu'il va faire maintenant. Il répond avec un sourire qu'il va aller courir. Le temps dehors est parfait. Le soleil brille de 1000 feux. Il court dans la cour, un peu surpris de reprendre ses esprits. Il se met à courir et la servante court après lui. Quelqu'un regarde de loin Knox courir et la servante le suit. La fille pose son coude sur le rocher. Elle est surprise de la façon dont il le fait. Elle le regarde sérieusement appuyé sur son bras. Elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un d'aussi faible prendrait part à un combat contre ses frères. Emma, la servante de Talia, se tient à proximité et dit qu'il est inconvenant de brûler le plus jeune fils de la famille Rainafer avec son regard. La servante répète encore que c'est une mauvaise manière. Mais Talia continue, non vraiment. Talia le montre du doigt et dit à Emma qu'il ne manie pas d'épée, mais qu'il court seulement en rond. Les chevaliers Rainafer se sont portés volontaires pour l'aider dans sa formation, mais il a osé refuser. Elle dit avec indignation que dans 1 mois, il sera réduit en miettes et que ce sera la fin de l'histoire. Elle rumine et s'énerve, elle est sûre que c'est ce qui va se passer. Elle regarde la porte, se demandant pourquoi elle s'en soucie, se disant que ça suffit. La servante regarde Talia d'un air interrogateur et demande à madame. Talia dit qu'elle sera bientôt de retour et part quelque part. Talia se rendit dans la cour où Knox courait maintenant. Elle sortit dans la cour et se leva, seule son ombre était visible. Talia se tenait devant Knox, alors qu'il était assis là où une femme de chambre se trouvait non loin de là en criant « Attendez !» Talia se tenait devant lui et se présenta, disant que son nom était Talia. Knox a l'air surprise et ne comprend pas pourquoi elle est venue ici. Il se lève et lui demande ce qu'elle veut, et lui rappelle qu'elle s'est déjà présentée. Elle le regarde avec perplexité, se demandant pourquoi il a cette attitude et pourquoi il est si froid. Elle est sûre qu'il est sous le charme de sa beauté, mais il continue de la fixer d'un air incompréhensible. Elle est trop convaincue qu'il est tombé amoureux d'elle. Elle veut lui demander quelque chose, puis elle le lui demande. Est-il sûr de battre les frères? Alors, il accepte de participer. Knox, debout tranquillement et écoutant Talia, pose 2 questions. Est-il vrai que courir l'aidera et croit-il qu'il y a même une petite chance? La servante souffle et écoute Talia et est d'accord avec elle. Talia offre fièrement et joyeusement son aide à Knox. Mais il se retourne et s'éloigne, en marmonnant qu'il refuse et demande grossièrement à partir. Elle ne parvient qu'à demander cela. Talia est très en colère face au comportement de Knox. Elle ajoute qu'elle a gentiment proposé son aide, mais qu'il a refusé. La femme de chambre est horrifiée et crie que les filles n'aiment pas qu'on leur parle comme ça. Talia lui crie d'oublier et commence rapidement à marcher. Tali le frappe avec son épaule alors qu'il passe, lui disant de faire ce qu'elle veut. Il répond juste « aïe ». Knox se tient avec la femme de chambre et ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle lui demande s'il ne comprend vraiment pas. Il regarde Talia s'éloigner et dit que les choses ne vont faire que se compliquer davantage maintenant. Il regarde ses statistiques et se rend compte qu'elle est très talentueuse dans Inner Lunatic. Elle regarde ses statistiques et se rend compte qu'elle est très forte. Seuls les hommes très forts ont une endurance de niveau 4. Elle a des statistiques d'endurance très élevées, mais comparée aux 3 grands maîtres d'épée du continent, ou même l'un des 4 grands mages. Mais il faut être honnête, elle a de bonnes chances d'atteindre leur niveau. En réfléchissant davantage, avec son élément feu, elle peut déjà tuer 3 démons. Mettant fortement l'accent sur son élément feu, la magie de l'élément feu utilisée par Talia peut éveiller des flammes blanches, qui serviront à tuer un Nox possédé par un démon dans le futur. Il a l'idée de faire de Talia son allié. Mais l'histoire changerait alors trop. Il se rend compte qu'il doit trouver un moyen de suivre l'histoire aussi précisément que possible, mais aussi d'éviter la mort pour commencer. Il se demande s'il est possible d'être en bon terme avec quelqu'un qui tuera ensuite. 1 mois plus tard, le soleil éclatant brille dans la pièce.